Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons essayer de discuter autour de ce thème important qui est formulé là sur le papier. Donc, penser sa vie pour la réussir, qui est vraiment une question importante en philosophie. Peut-être avant, il faut que mais Emmanuel m'a présenté, mais je crois que ça serait important aussi que je rappelle quelques règles concernant le fonctionnement du Café Philo. Je rappelle que en dehors du Café Philo de la MAM, j'interviens dans un certain nombre de cafés philo qui tournent un petit peu sur la communauté des communes, à raison une séance par mois. Et j'annonce tout de suite, comme ça sera fait, le prochain, parce qu'il a lieu dans quelques jours. Le prochain Café Philo que j'animerai, ça sera à Sortie Ouest, sous le chapiteau gourmand de Sortie Ouest. D'ailleurs, je précise que les personnes qui souhaitent ensuite rester après le Café Philo pour partager un repas convivial peuvent le faire également, puisque le chapiteau gourmand, comme vous le savez, est un restaurant. Et donc le sujet sera sur la liberté d'expression. Le libellé exact du prochain sujet sera Chevalier de la... Charlie Hebdo, hein. Charlie, chevalier de la barre, quelle liberté d'expression, quelle limite. Autrement dit, on aura là, je crois, samedi, un débat vraiment important qu'on n'a peut-être pas eu encore, enfin en ce qui concerne en tout cas notre Café Philo, sur cette question de la liberté d'expression et de ses limites éventuelles. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous convie à venir sous le chapiteau gourmand samedi soir à 17h45. Alors, les règles de ce Café Philo, quelques règles simples. C'est vrai qu'habituellement on écrit les prénoms des intervenants au tableau pour qu'il y ait une liste que vous puissiez consulter lorsque de besoin, c'est-à-dire que vous savez à quel moment vous intervenez. Là, on va pas le faire, on va faire plus simple, mais donc il y aura 2 personnes qui feront circuler le micro pour vos interventions à tous, avec une petite règle de priorité à celui qui n'a pas encore pris la parole. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà parlé, il laisse sa place finalement à celui qui ne s'est pas encore exprimé. Hein. Voilà, donc je rappelle que, je le dis parce que parfois il y a un malentendu à ce sujet, c'est bien un Café Philo. C'est-à-dire que je fais une présentation d'environ une petite demi-heure, mais ensuite s'ouvre la discussion. Hein, ce n'est pas une conférence avec des questions-réponses ensuite, mais c'est vraiment une discussion sur le sujet traité. Voilà. Alors je vais tout de suite en venir je vais rentrer justement dans le vif du sujet maintenant. Alors, cette question, penser sa vie pour... est-ce qu'il est nécessaire de penser sa vie pour la réussir, hein, c'est ça la question. C'est une grande question. Je disais que c'était en gros la question finalement de la philosophie, une des principales questions de la philosophie, puisque finalement la question qui est posée là, c'est de savoir si nous sommes capables de réaliser dans nos vies une certaine forme de bien. Hein. C'est-à-dire, quand on parle par exemple d'une vie bonne, d'une vie meilleure, c'est bien la question du bien qui est en jeu. Alors il faudra peut-être qu'on précise un petit peu ce qu'on entend par là, et donc c'est bien sûr la question principale de la philosophie, puisque pourquoi la philosophie finalement, si ça ne pouvait pas avoir à un moment donné cet effet-là, c'est-à-dire si ça ne pouvait pas avoir un effet sur la conduite de nos vies. Hein. Alors en réalité, il y a quatre questions, il me semble, derrière cette grande question, il y a quatre questions que j'ai essayé de rappeler. Là, vous n'en voyez que 2, mais ensuite, donc, on vous montrera les 2 suivantes. La première question, c'est un petit peu de s'interroger quand même sur ce que c'est pas ce que c'est qu'une vie réussie, parce que ça serait un autre sujet. Notre sujet, là, il est plutôt centré sur les rapports de la pensée avec la vie, plutôt que sur la définition de ce que c'est qu'une vie réussie, mais quand même, on est quand même bien obligé de s'interroger un peu sur
sur le sens de cette expression de vie réussie. En quel sens on en parle et qu'entend-on au juste par là? Donc ça serait notre première question. La deuxième question, qui est, à mon avis, vraiment la question principale, la question la plus importante. C'est pour ça que j'ai pris la peine un petit peu de la détailler pour essayer d'avancer un peu méthodiquement et pas à pas. Hein. Mais c'est la grande question de savoir effectivement quels sont les rapports entre la réflexion et l'existence. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impact? Quelle est la nature de cet impact de la pensée sur la vie? Est-ce qu'il y a des limites et quelles sont ces limites? Hein? Voilà, je crois qu'il y a là effectivement quelque chose de central dans le sujet. Hein? Et donc j'essaierai de développer cela peut-être de manière plus approfondie que les questions qui suivront. Alors, si on peut le monter un petit peu, on verra la troisième et la quatrième question. Bon, je vous l'ai dit en attendant que ça arrive. Hein. La troisième question que je me proposais de traiter, c'était la question de savoir finalement si, dans certaines conditions, la pensée ne peut pas être aussi contre-productive. Si, à certains moments, la pensée ne peut pas être, d'une certaine façon, un obstacle à cette vie réussie. Donc je prends, si vous voulez, un petit peu le problème à l'envers. Hein, c'est-à-dire que plutôt qu'effectivement de me demander si la pensée a un impact sur la possibilité d'une vie réussie ou non, je me pose la question de savoir, au contraire, si parfois la pensée ne pouvait pas être un frein ou un obstacle à la vie réussie. Et puis enfin, une quatrième question qui est une citation de Gilles Deleuze, hein, un grand philosophe contemporain, qui nous dit la chose suivante: s'il est impossible de juger la vie, c'est que la vie ne cesse de se juger elle-même. Alors ça, c'est quelque chose d'important. On verra en quoi c'est important, et ça sera donc un petit peu la conclusion de ma présentation. Alors j'en reviens à la première question: en quel sens une vie réussie? Alors j'ai envie de dire 4 choses à ce sujet. Première chose, la question est-il nécessaire de penser sa vie pour la réussir contient la réponse. Parce qu'à partir du moment où je me pose la question, où je m'interroge, où ma conscience s'interroge sur cette affaire d'une vie réussie, eh bien je suis déjà dans la pensée, non? J'exerce ma pensée à partir du moment où je pose la question. Donc d'une certaine manière, la réponse est dans la question. Il n'y a que les humains pour se demander ce qu'est une vie réussie. Hein. Donc des gens dotés d'une conscience et capables de s'interroger sur eux-mêmes, sur la vie qu'ils mènent. Donc déjà, là, vous voyez, il y a déjà un premier type de réponse. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que si on parle de vie réussie, cela implique qu'on s'interroge sur la valeur de la vie, hein, de sa vie plutôt, et que pour arriver à évaluer cette vie, il faudrait finalement disposer d'un certain nombre de critères à partir desquels je pourrais juger, hein, c'est le fameux jugement porté sur la vie, à partir desquels je pourrais juger la qualité, si je puis dire, de cette vie ou sa valeur. Hein. Donc, alors, bon, ça pose un certain nombre de questions hein, lorsqu'on dit les choses comme ça, parce que finalement, ça voudrait dire qu'il n'y aurait de pensée qu'évaluative. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'attende que ma vie soit écoulée, finalement, pour pouvoir la juger. Hein. Et donc, vous voyez bien que la pensée, dans ce cas-là, n'est pas une pensée active. Hein, ce n'est pas une pensée qui va influer sur le cours de cette existence, mais c'est une pensée qui va se contenter de l'évaluer. Alors, il faudra qu'on se demande si d'ailleurs c'est bien pertinent, cette manière de poser la question de la réussite de sa vie. Hein.
la troisième remarque que je voudrais faire, c'est que finalement, ah oui, à quel moment on se pose la question? Comment ça vient, cette question de la vie réussie? Je me suis demandé cela en écrivant cette présentation. Et je me suis dit finalement, tant qu'on est dans nos rêves plus ou moins enfantins, de gagner beaucoup d'argent pour réaliser plein de choses, pour être peut-être un artiste, pour être célèbre, pour je ne sais quoi, ressembler aux super-héros des blockbusters américains, bon, je dis n'importe quoi, hein, mais vous voyez, si je suis dans un petit peu dans le prolongement de ces rêves, finalement, bon, peut-être aussi quand je suis sensible, comment dire, aux idoles du monde marchand, hein, lorsque, par exemple, je suis sensible au culte de la performance, au culte de la célébrité, au culte de la possession, de la consommation. Bref, si je suis ainsi un petit peu formaté par les idéaux un petit peu du monde dans lequel je vis, je ne me pose pas vraiment la question, parce que finalement, la vie réussie, ça va de soi, quoi. Ça serait quelque chose qui équivaudrait quelque part à une vie sociale réussie, hein, à une réussite sociale. Une réussite sociale, d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas non plus il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas mal aussi, la réussite sociale. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, bon, qu'on y parvienne ou qu'on n'y parvienne pas, et c'est vrai que là, il faudrait noter quand même les grandes inégalités de ce point de vue entre les uns et les autres, hein. Mais qu'on y parvienne ou qu'on n'y parvienne pas, on se rend compte que ça ne suffit pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne... on reste sur une certaine forme de vide, sur une certaine déception, sur une certaine frustration. On voit bien que ça ne suffit pas pour qualifier cette vie de vie réussie et qu'il y a autre chose. Autrement dit, on commence à se poser la question à partir du moment où on se heurte au monde et où on réalise que, ma foi, ce que je croyais peut-être au départ, c'est pas si évident que ça et qu'il faut peut-être chercher autrement, hein. Donc, bon, ça c'était ma troisième observation sur la vie réussie. La quatrième observation, c'est de noter quand même le pluralisme de la question de la vie réussie. C'est-à-dire que même si les Grecs ont pu caresser l'idée, à un moment donné, qu'il pouvait y avoir un accord des consciences sur une conception du bien déterminée qui pouvait nous réunir tous, finalement. Je crois qu'aujourd'hui, à l'époque moderne, personne sérieusement pourrait penser qu'il n'y a qu'une seule conception du bien. Et donc, on est d'une certaine façon dans une forme de pluralisme qui exclut tout ce que Michel Maffesoli, qui est venu il n'y a pas longtemps, appelait le monoïdéisme du bien. Je pense que c'est pas quelque chose de sérieux aujourd'hui, qu'on est bien obligé quand même de se rendre à l'évidence. Mais quand même, et je terminerai là-dessus, ce que veut dire philosophia étymologiquement, parce que quand on parle de l'exercice de la pensée, la philosophie est un exercice un peu privilégié de ce point de vue-là, hein. Philosophia, vous savez ce que ça veut dire? Philos, Sophia, ça veut dire l'ami de la sagesse, hein. Le philosophe, c'est l'ami de la philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Alors, c'est intéressant quand même de le dire parce que on voit bien que la philosophie, dès le départ, articule de manière très étroite la pensée et la vie. Amour de la sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est à la fois quelque chose qui a à voir avec la connaissance, donc avec la pensée. Vous savez que Sophia en grec, ça veut dire la connaissance des choses humaines et divines, mais il y a aussi dans Sophia un aspect pratique. D'ailleurs, en grec, ça serait plutôt phronésis, c'est-à-dire la science de ce qu'il faut éviter et de ce qu'il faut rechercher. Donc là, on est plus dans le domaine pratique, vous voyez. Et la philosophie, dès le départ, contrairement à ce que certains disent, elle articule de manière très, très étroite les deux, hein. C'est-à-dire la réflexion sur l'existence et l'existence, quoi, hein. La connaissance et la vie. Et ça, je crois que c'est important de le dire parce que c'est déjà une première réponse à notre question, finalement. Hein, faut-il penser sa vie pour la réussir? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Socrate
qui a dit que la vie ne valait pas la peine d'être vécue si elle n'était pas examinée. Alors, ça nous fait, ça nous fait aborder le premier point là, du point 2 sur la réflexion sur l'existence, que j'ai appelé, alors il faudrait redescendre là, parce que sinon on ne va plus rien comprendre. Si on ne redescend pas, écoutez, voilà, façonner sa vie. Alors, ça veut dire quoi, façonner sa vie pour les Grecs? Ça, j'ai repris cette expression parce que pour les Grecs, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a pour les Grecs, si vous voulez, les philosophes grecs, une primauté de la raison sur l'existence. Et donc, les Grecs nourrissent vraiment le projet, et tous autant qu'ils sont, nourrissent vraiment le projet de parvenir à sculpter sa vie, à la façonner, à partir justement de la connaissance. Autrement dit, vous savez, en Grèce, il y a des écoles philosophiques, qui sont d'ailleurs, les grands courants sont structurés en écoles, il y a des relations de maître à disciple, avec une transmission très traditionnelle de ce point de vue-là, et le but, c'est vraiment de pouvoir évoluer vers une vie meilleure. C'est le but de tous les philosophes grecs. Et donc, vous savez, c'est Pierre Hadot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Hadot, mais c'est le grand philosophe de la philosophie antique, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Et il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Les exercices spirituels ». Bon, ce que nous explique Pierre Hadot, c'est que la philosophie grecque, le cœur de la philosophie grecque est constitué par les exercices spirituels. C'est pas à la périphérie, c'est vraiment la chair même de la philosophie. Donc, il s'agit, si vous voulez, pour les Grecs, de concevoir ce que pourrait être une vie humaine entièrement façonnée par la philosophie. Donc là, il y a peut-être une forme de naïveté, mais ça on le dit a posteriori, mais il y a vraiment cette idée de la construction d'une vie meilleure à partir de l'exercice de la pensée. Alors bien sûr, c'est le point suivant, c'est pas si simple. C'est-à-dire que cet optimisme concernant la possibilité d'une telle sculpture de la vie, à quoi elle s'affronte, à la réalité de l'existence qui précède l'exercice de la pensée, qui est d'une certaine façon irréductible à toute emprise rationnelle, d'une certaine façon. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas, mais elle nous résiste, la vie nous résiste, et nous sommes déjà embarqués dans la vie avant même que nous ayons la possibilité de pouvoir réfléchir sur elle. Et c'est ce que dit un petit peu Raphaël Antoven. J'aime bien sa formule. Il nous dit, alors vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit, il nous dit, finalement, la philosophie n'est pas là pour nous donner des raisons de vivre, c'est la vie qui nous donne des raisons de penser. Vous voyez le renversement de la perspective. C'est la vie qui nous donne des raisons de penser, ça n'est pas la philosophie qui nous donne des raisons de vivre. Alors, peut-être que Raphaël Antoven, il pêche aussi par excès inverse par rapport au façonnage de la vie par la pensée des Grecs, qu'il critique là, bien entendu. Il tombe peut-être là, du coup, dans un excès inverse, en disant, voilà, la philosophie n'est pas là pour nous aider à vivre, mais elle n'est là que c'est la vie qui nous donne des raisons de penser. Alors moi, il y a une formule que je trouve peut-être qui permet de ménager peut-être à la fois les Grecs et Raphaël Antoven, si je puis dire, c'est la formule de André Comte-Sponville. Lui, il nous propose, c'est pas une définition, mais il nous propose, lorsqu'il parle de la philosophie, la formule suivante. Penser sa vie, vivre sa pensée. Penser sa vie, vivre sa pensée. Là, on est déjà dans quelque chose de plus interactif, vous voyez. On est dans un aller-retour entre les deux. On est dans quelque chose qui se construit là par une série d'interactions, de rétroactions de la vie sur la pensée et de la pensée sur la vie. Et cette formule-là paraît intéressante. En tout cas, je crois que le primat absolu qui est reconnu par les Grecs à l'activité intellectuelle, la domination absolue de la pensée sur la vie,
n'est sans doute pas, du coup, ne peut pas aujourd'hui être soutenu de la même manière. Donc, tout simplement parce que, c'est ce que j'ai indiqué dans le point suivant, c'est la vie qui commande, d'une certaine façon. Et, comment dire, finalement, c'est un peu la révélation de la philosophie existentialiste, qui d'ailleurs n'a pas inventé cela toute seule, parce qu'avant la philosophie existentialiste, il y avait Tolstoï, il y avait Dostoïevski, et avant Dostoïevski, il y avait, y compris les philosophes grecs, qui ont toujours été conscients du caractère poignant et angoissant de l'existence. Chez les Grecs, Lucrèce par exemple, on le trouve également. Mais quelle est l'idée là c'est que finalement, lorsqu'on commence à penser, sur quoi on tombe? Eh bien, on tombe sur le caractère irréductible de la vie, par rapport à nos vœux, par rapport à nos projets, par rapport à nos désirs, sur, comment dire, une espèce de césure. C'est Camus qui parlait d'un divorce entre l'homme et le monde, une espèce de césure entre finalement ce qui me meut et puis le silence du monde, l'absence de sens. Et donc la première découverte de la pensée des contemporains, ça va être alors le sentiment de l'absurde chez Camus. Chez Sartre, ça va être la facticité de l'existence et la nausée. Souvenez-vous, ce fameux titre du roman La nausée. Chez Comte Sponville, ça va être la réalité du désespoir. Il a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur désespérément. C'est-à-dire pour lui, le désespoir, c'est vraiment la valeur centrale. On va trouver aussi, alors plutôt chez les gens qui ont insisté sur le caractère tragique de l'existence, Nietzsche, Clément Rosset aujourd'hui, philosophe contemporain très important de mon point de vue, qui lui insiste sur la dimension du tragique de l'existence, en disant que finalement, il va falloir consentir inconditionnellement et embrasser ce caractère tragique de l'existence si nous voulons bien vivre. Il faut commencer par consentir, il faut commencer par accueillir le tragique. Et donc, vous voyez que je ne veux pas développer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est pour montrer que la première réflexion finalement de ces contemporains, alors après ils ont éventuellement apporté des réponses, on pourra éventuellement en parler dans la discussion, mais la première chose, c'est qu'effectivement, eh bien, on va se heurter à ce caractère soit insensé, soit éphémère, soit aléatoire, soit hasardeux de la vie, enfin, tout ce qui, par exemple, chez Clément Rosset, va constituer son caractère tragique. Et donc, vous voyez que réfléchir sur la vie réussie, c'est peut-être commencer par un exercice de lucidité, par une épreuve de lucidité, par rapport justement à la question de la réalité de la vie. Mais ce faisant, je ne serai plus tout à fait le même après et avant. C'est-à-dire que c'est précisément cette réflexion philosophique sur l'absurdité ou sur le tragique qui va me faire changer le regard que je porte sur le monde. Et donc, c'est un peu le point suivant. Quel pouvoir sur sa vie? Eh bien, malgré tout, il y a une réalité du vivre philosophique. C'est-à-dire que même si on n'est pas, comme dans l'Antiquité, il ne s'agit pas d'appliquer des préceptes, des méthodes de bonne vie, de vie meilleure, on n'en est pas là, effectivement, mais l'acte même de philosopher va me faire bouger, va faire bouger mes représentations, va changer mon regard, le regard que j'ai sur le monde. Et donc, vous voyez que on pourrait être tenté d'opérer un espèce... Il y en a qui le font d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font, d'opérer un espèce de clivage, Michel Onfray, pour ne citer que lui, entre ceux qui feraient que de la philosophie théorique, et ceux qui, au contraire, se préoccuperaient d'un savoir pratique pour pouvoir justement agir sur l'existence. Eh bien, tout acte philosophique, de mon point de vue, y compris la philosophie la plus spéculative, à partir du moment où elle me fait changer
le regard que je peux porter sur le monde, j'ai donné l'exemple du sentiment de l'absurde ou du tragique de l'existence, me fait bouger, me fait changer. Hein. Autrement dit, il y a bien là un impact de la pensée sur l'existence. Alors, je disais que il y a un pouvoir donc, sur la vie qui est certainement limité. Alors, il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir quelles sont ses limites, mais ce pouvoir, il est inhérent finalement à notre condition d'homme, je pense. Hein. C'est quoi finalement la condition humaine, si ce n'est cette capacité que l'on a à se retourner sur soi-même, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, à réfléchir finalement sur ce qu'on est et sur ce qu'on souhaite devenir. Cette capacité, ce pouvoir de réflexion et d'action sur soi, il n'est pas qu'individuel d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Alors, Marcel Gauchet dit que c'est le propre de la condition politique, ça. En tant qu'humain, si vous voulez, nous avons cette capacité à pouvoir s'interroger et réfléchir sur ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. C'est ça, le politique, c'est ça. Sans cette capacité, ce pouvoir sur soi de la communauté, le politique n'existe pas. Et c'est bien d'ailleurs tout le problème de la crise du politique aujourd'hui, c'est que cette forme de puissance est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'impuissance par rapport à cette action sur le monde et sur nous-mêmes dans ce que nous sommes. Donc, vous voyez, mais en tout cas, il y a bien cette capacité qui signe quand même un certain pouvoir de l'homme sur son existence individuelle ou collective. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est le point suivant dans ce pouvoir de réflexion, c'est ce que j'ai appelé la joie de connaître et de penser. Et ça aussi, c'est un changement important, et un changement de regard également. C'est-à-dire, je vais vous citer une phrase que j'aime bien de Sponville à ce sujet, qui va nous expliquer comment, finalement, la connaissance contribue à changer mon regard sur le monde en m'aidant à mieux le comprendre. Hein ? Voilà ce que dit Sponville. J'ai découvert que la vérité de la tristesse n'est pas triste. J'ai découvert que la vérité de la tristesse n'est pas triste. Que la vérité de l'angoisse n'est pas angoissée. Que la vérité du désespoir n'est pas désespérée, ni désespérante, ou bien dans un tout autre sens que celui du mélancolique ou du déprimé. Encore une citation, cette fois-ci d'Épicure, mais Sponville, de toute façon, se situe dans la lignée d'Épicure, donc c'est pas étonnant qu'on puisse rapprocher ces deux citations. Voilà ce que dit Épicure. En philosophie, le plaisir va du même pas que la connaissance, car ce n'est pas après avoir appris que l'on jouit de ce que l'on sait, mais apprendre et jouir vont ensemble. Autrement dit, il y a dans l'exercice de la pensée et de la connaissance quelque chose qui va dans le sens de l'accroissement de ma puissance d'agir, si vous voulez. Là, d'une augmentation de ma puissance d'agir. Et la manière d'agir de l'esprit, c'est la connaissance et c'est l'exercice de la pensée. Vous voyez ? Et donc, quand je dis augmentation de la puissance d'agir, bon, là, j'utilise servilement un concept de Spinoza, hein, quand il nous dit effectivement, lorsque l'être cherche à persévérer dans son être, il cherche à augmenter sa puissance, et cette augmentation de puissance s'accompagne de joie, hein, de passion joyeuse. Et donc, effectivement, la connaissance est source de joie. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut parler aussi de l'amour de la connaissance. Donc, vous voyez, je crois que déjà... Alors, effectivement, peut-être que les réponses que j'apporte là, ou les éléments de réponse, sont peut-être un peu décalés par rapport à ce qu'on entend de manière peut-être un peu stéréotypée comme vie réussie. Hein. C'est peut-être pas tout à fait de cela dont il s'agit, mais en tout cas, il y a là un impact fort, finalement, de la pensée sur le rapport subjectif que j'entretiens avec le monde. On peut le dire comme ça. Et c'est quoi l'existence, sinon un rapport subjectif que j'entretiens avec le monde, hein ?
La vie, c'est ça, finalement. Hein. C'est le rapport qu'un sujet entretient avec le monde qui l'entoure, hein, et duquel il fait partie. Alors, ceci dit, voilà, on va en venir. J'ai encore peut-être une dizaine de minutes, hein. J'espère que je ne vous lasse pas. On va en venir aux limites maintenant concernant ce pouvoir, parce que, bon, on en a déjà dit quelque chose, mais là j'ai insisté plutôt précédemment sur l'existence de ce pouvoir, mais il faut aussi quand même dire quelque chose sur les limites. Alors, il y a là quelque chose qui concerne la philosophie anglo-saxonne, c'est-à-dire que parfois, elle a tendance à penser qu'on peut rationaliser la vie sans reste. Hein. Elle a tendance à penser qu'il y a une possibilité de rationalisation. Alors ça se présente comment? C'est ce que j'appelle, alors je ne sais pas si je l'ai écrit comme ça, donc j'en suis à quelle limite à ce pouvoir, hein, on est bien d'accord. Donc, oui, les anglo-saxons, on pourrait parler du paradigme de l'agent rationnel. Je m'explique. L'idée, c'est la suivante. La vie, si vous voulez, elle est appréhendée comme un ensemble d'options. Hein, et chaque option correspond à un choix. Et ce choix, il est déterminé par des biens et des plaisirs particuliers. Et donc, en tant qu'agent rationnel, eh bien, je vais délibérer rationnellement, examiner l'ensemble de ces options, et je vais, en quelque sorte, choisir l'option qui semble me convenir le mieux. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un projet de vie. Projet de vie, c'est ça. Hein ? Bon. Dans une première vie, moi j'étais conseiller d'orientation psychologue, on n'arrêtait pas de parler de projet de vie à l'époque. Hein. Donc là, on est bien sur la problématique du projet de vie. Voyez ? Alors, ça n'est pas peut-être à avaler sans précaution, ce paradigme-là de l'agent rationnel. Je m'explique. Ah oui, alors ce que j'oubliais de dire pour terminer quand même la description, c'est que le bonheur, si vous voulez, dans cette optique-là, le bonheur, c'est un espèce de test psychologique qui va me permettre de savoir si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien, effectivement, choisi la bonne option. Hein. Alors, pourquoi je dis qu'il faut avoir quand même quelques méfiances par rapport à ce schéma ? L'erreur fondamentale, finalement, de cette affaire, c'est que on va poser, finalement, la vie devant soi, comme une espèce de rectangle vide à remplir, hein, qu'on va devoir remplir. Et le problème, et en plus de ça, un espace prédéterminé, comme si on savait d'avance, finalement, ce qu'allait être si je puis dire, la grandeur ou la taille de cette vie, quoi. La grande erreur, si vous voulez, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. C'est-à-dire que je suis toujours embarqué dans la vie. Et quand mes jugements et mes désirs sont très dépendants de la vie que j'ai menée avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des jugements et des désirs qui ne dépendraient pas de ma vie antérieure. Et il y a toujours une vie antérieure. Je suis toujours dans la vie, d'emblée dans la vie. Vous voyez ? Y compris quand j'ai 20 ans. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées en 20 ans. Hein. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, du moins sans précaution, il faudrait prendre des précautions pour le dire, une espèce de délibération rationnelle de ce type, parce que, encore une fois, en tant qu'homme, en tant qu'engagé dans la vie, il y a derrière moi un certain nombre de choses qui me déterminent et qui déterminent justement les jugements et les désirs que je vais pouvoir exprimer ou formuler. Alors, par rapport à cette difficulté, il y a quelqu'un qui a dit des choses intéressantes. C'est Paul Ricoeur avec son concept d'identité narrative. Hein, alors,
penser sa vie en quel sens? Eh bien, dans le sens, dirait Ricoeur, d'une identité narrative. Alors, bon, là, je n'aurai peut-être pas trop le temps de m'appesantir sur cette question, mais j'aime bien comment Ricoeur règle le problème, si vous voulez. Parce que ce que Ricoeur essaye de faire, justement, c'est de concilier le caractère évasif de la vie, son caractère aléatoire, accidentel. On est toujours confronté à des événements sur lesquels on n'a pas de prise, et puis l'activité de l'auteur de cette existence, ou de l'acteur de cette existence. Il essaie de concilier les deux, et il essaie de concilier les deux avec le concept d'identité narrative. C'est-à-dire, ce qu'il nous explique, c'est que finalement, ça se passe un peu comme dans un roman dans la vie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais vivre un certain nombre d'événements, je vais en même temps construire mon histoire. Et cette histoire, elle se fait en même temps qu'elle se raconte, si vous voulez. Et donc, d'une certaine manière, au-delà de la disparité des épisodes, au-delà du caractère accidentel de tel ou tel événement, je vais, par cette histoire, par ce récit, mettre en intrigue ma vie, ou mettre en intrigue mon personnage, plutôt. Hein. Je vais, en quelque sorte, donner, grâce à ce récit, hein, c'est là l'importance du récit dans la vie, je vais lui donner à cette vie une certaine forme de cohérence, d'unité, un peu comme dans un roman, encore une fois. Hein. Et donc, écoutez ce que dit Ricoeur, c'est vraiment intéressant. Et là, on a vraiment cette tentative un petit peu de penser l'interaction, si vous voulez, entre la pensée et l'existence. Hein. Et donc, Ricoeur nous dit, c'est précisément en raison du caractère évasif de la vie réelle que nous avons besoin du secours de la fiction pour organiser cette dernière rétrospectivement dans l'après-coup, quitte à tenir pour révisable et provisoire toute figure de mise en intrigue empruntée à la fiction ou à l'histoire. Mais, il ajoute, hein, en contrepartie, au sein du récit rétrospectif, prend place le souci. Alors ça, c'est une notion heideggerienne, mais le souci, si vous voulez, ça fait référence à des visées prospectives. Autrement dit, on n'est pas que dans la rétrospection, mais on est aussi dans la prospection. On est aussi dans la projection dans l'avenir. Il n'y a pas de rétrospection sans prospection, hein, sans projection dans l'avenir. Et donc, il termine en disant « L'unité narrative est un mixte instable entre fabulation et expérience vive. » Et donc, voilà, je vous propose de réfléchir à cette notion d'identité narrative et de voir dans quelle mesure ça peut coller à votre propre expérience, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, je vais terminer le point 2 rapidement, mais je ne vais pas... peut-être qu'après, dans la discussion, on aura l'occasion de revenir. Je suis toujours trop long. On aura l'occasion de revenir sur le point 3 et le point 4, qui sont des points importants. Enfin, le point 2, c'est vraiment le point central dans la question de ce soir. Hein. Et donc, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire des deux derniers points sur le paradoxe de la réflexion sur l'existence. Le paradoxe de la réflexion sur l'existence, on peut le dire de la manière suivante. Lorsque je cherche des raisons et des justifications pour donner du sens à mon existence, normalement, ces raisons et ces justifications, comme toute raison ou justification qui se respecte, doit être universelle et objective. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on se rend compte que toutes les justifications ou toutes les raisons que je vais pouvoir me donner, elles sont relatives à l'agent qui se les donne, donc elles sont très subjectives, elles dépendent beaucoup de l'agent qui, effectivement, élabore ces justifications et ces raisons. Et d'autre part, ces justifications et ces raisons, elles vont dépendre aussi énormément du moment de la vie où je me trouve et des événements que j'ai vécus. C'est-à-dire que, loin d'être objectives et universelles, elles sont complètement dépendantes des événements que j'ai pu vivre. Et elles sont également dépendantes du moment de l'existence, au sens où plus je me rapproche de l'échéance et de la mort, et plus effectivement ces raisons évoluent. Alors ça, bon, ce que je vous dis, c'est comment dire, l'expérience, on est dans l'existentiel là. Hein, ça ne veut pas dire que les raisons et les justifications
justifications d'ailleurs ne tiennent pas. Hein. Je pense que c'est le lot de tout raisonnement sur la vie humaine. On ne peut pas autrement raisonner sur la vie humaine que dans cette dimension du relatif et du subjectif. Donc, vous voyez le paradoxe des raisons et des justifications qui n'en sont pas vraiment au sens fort du terme, quoi, qui ne peuvent pas en être vraiment au sens fort du terme. Et donc, je termine parce que ça, c'est un point important, et là, après, je m'arrête. Ce que j'appelle les transformations silencieuses. Alors, ça, c'est intéressant. Ce concept de transformation silencieuse, il est, on le trouve chez François Julien, qui est venu il y a donc maintenant, je ne sais plus, 2 ans, 3 ans, pour nous parler d'un bouquin qui s'appelle La philosophie du vivre. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont assisté à la conférence, on est tout à fait dans le vif du sujet, là, pour le coup, hein, la philosophie du vivre. Et il a écrit un autre bouquin qui s'appelle Les transformations silencieuses. Les transformations silencieuses, si vous voulez, c'est l'idée suivante. Quand je prends une décision concernant ma vie, j'ai l'impression de l'avoir fait après délibération rationnelle, etc. Mais ce que nous dit François Julien, c'est que la plupart du temps, si je prends cette décision, c'est parce qu'il y a quelque chose là qui est travaillé de l'ordre du processus à mon insu et qui, quelque part, mûrit depuis longtemps, de manière souvent inconsciente, et que, en général, d'ailleurs je ne prends pas toujours des décisions, hein, je peux aussi passer à l'acte sans prendre de décision, mais en tout cas, que je passe à l'acte, que je prenne des décisions, eh bien, souvent c'est parce que je suis prêt. C'est parce que je suis au bord de franchir parfois de sauter dans l'inconnu, hein, ça n'empêche pas. Parfois, effectivement, la décision que je vais prendre m'entraînera à sauter dans l'inconnu, mais il y a quelque chose qui s'ouvre là, derrière, hein, qui se développe, qui mûrit, et qui fait qu'à un moment donné, je suis capable de passer à l'acte. Vous voyez ? Et donc, c'est un modèle un modèle de l'existence, là, qui n'est pas du tout le même que celui qu'on a évoqué à propos du projet. Le projet, c'est exactement le contraire, si vous voulez. Et la philosophie du projet, elle, est très occidentale, alors que la philosophie des transformations silencieuses, elle est très orientale. Elle est chinoise en particulier. Hein. Le projet, c'est quoi ? C'est quand je délibère, hein, rationnellement, je choisis l'option, souvenez-vous du paradigme de l'agent rationnel dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, je choisis l'option qui va me convenir le mieux, et puis je vais mettre en œuvre un certain nombre d'actions, de plans d'action qui vont me permettre de réaliser, au sens idéal du terme, c'est ça le projet, hein, la réalisation du projet. Donc vous voyez, ce que nous dit François Julien, c'est que il faut peut-être pas opposer les deux. C'est important on va pas choisir forcément un terme de l'alternative, mais en tout cas, il faut s'efforcer de penser ensemble ces deux approches-là, qui sont vraiment très complémentaires finalement. Hein, parce que le projet au sens où il n'y aurait rien derrière, si vous voulez, c'est souvent un feu de paille. Et moi je sais que personnellement j'en ai fait souvent l'expérience, ou un effet de manche. Hein, c'est-à-dire que ça ne tient pas, ça ne dure pas, c'est pas quelque chose de solide. Donc vous voyez, cette question des transformations silencieuses, là, c'est aussi quelque chose d'important. Et alors vous voyez, par rapport à notre sujet, et je terminerai là, c'est important parce que ça veut dire que la pensée, c'est pas seulement une pensée explicite, rationnelle, consciente. Vous voyez ? La pensée, c'est aussi une pensée inconsciente. C'est aussi une pensée où il n'y a peut-être pas de sujet libre. C'est aussi une pensée peut-être qui peut à certains moments se développer parce que d'autres conditions sont réunies pour qu'elle se développe. Renvoie aux transformations silencieuses. Donc vous voyez, on mesure bien là toute la complexité finalement de la question de ce soir, qui est finalement la question de savoir comment notre pensée peut influer sur le cours de notre existence. Et donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer à débattre. Je m'excuse pour les points 3 et 4, mais peut-être que dans la discussion, on aura l'occasion de les évoquer.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer. En tout cas, n'hésitez pas. C'est toujours la première question la plus difficile, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Je vous ai un peu assommé, j'ai l'impression. Ouais, je suis sûr que vous allez sortir de cet état de torpeur assez rapidement. De toute façon, si personne ne lève la main, on va me prendre un au hasard. Alors bien sûr, on peut commencer peut-être par s'appuyer aussi sur son expérience. Le micro d'adresse. Le micro. Oui. Je me lance. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que finalement, réussir sa vie, c'était aussi en lien avec le fait d'avoir la joie de connaître et de penser. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'inverse, à savoir le fait de savoir et de penser influence en fait la réussite de la vie, puisque ça pourrait être dans le sens négatif de ça. Alors, bon, vous me posez la question, peut-être que vous pouvez apporter vos éléments de réponse. Alors, mes éléments de réponse, c'est parce qu'en fait, quand on sait et quand on pense finalement, enfin moi je dirais, enfin ça me fait penser à quelque chose. Quand on dit bienheureux, ceux qui savent, je sais pas quoi, on pense que le fait de savoir, ça amène de la satisfaction et ça peut amener aussi une possibilité de réussir sa vie. Mais savoir et penser, ça peut aussi amener une difficulté à vivre et à réussir dans ce sens sa vie personnelle, par exemple. Oui, je comprends bien. Oui. Et alors, donc, ça peut aussi entraîner une difficulté qui ne serait pas, comment dire, on pourrait dire que sans la pensée, il y a un certain... Des possibilités de vie finalement intéressantes, réussies, qui pourraient éclore. Une vie peut-être plus simple, plus épanouissante dans la mesure où le fait de penser peut amener aussi à se torturer dans sa vie parce que on se pose trop de questions, on pense trop, on va trop loin, on sait les choses et finalement on a une vision peut-être tellement lucide de la vie que ça peut apporter du désagrément dans le vivre, dans le ressenti de la vie, la perception de la vie. Oui, c'est le mot lucide là qui est important d'ailleurs. Hein. Vous savez, ça me fait penser à un sujet qu'on avait... Alors moi, je veux pas répondre, mais vous lancez la discussion, c'est bien. Mais je me souviens d'un sujet qu'on avait traité il y a longtemps. Vaut-il mieux une vérité qui dérange ou une illusion qui réconforte ? Ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Hein. Bon, ben... Sur la possibilité d'une vie réussie dans l'ignorance. Moi, ça serait pour poser une question pour savoir est-ce qu'on peut trouver des critères pour qualifier une vie de réussite. Quels seraient les critères pour qualifier? Oui. Alors, je ne réponds pas aux questions, mais votre question est très intéressante. Est-ce que vous pourriez continuer justement sur cette piste-là? Je ne sais pas. Sur le plan réussite sociale, par exemple, bon, il y a aussi une réussite spirituelle, réussite... oui, enfin, je ne sais pas, moi je lance la question. Oui. Alors,
la question qui est posée, c'est la question de la démarche même qui consiste à évaluer la valeur de la vie, hein, à partir donc de critères. Alors, j'aurais pu vous remontrer le quatrième point, parce que c'était un point important, mais je peux vous le dire comme ça. Hein. C'est Gilles Deleuze qui dit finalement, s'il est impossible de juger de la vie, c'est parce que la vie ne cesse de se juger elle-même. Alors, je vous propose de réfléchir à la suite de cette intervention à cette phrase-là, cette formule-là. Mais j'ajoute que quand on parle de juger la vie, effectivement, on va faire référence à des critères. Hein. C'est-à-dire, on va pouvoir juger la vie à partir d'un certain nombre de critères, de valeurs, qui vont être extérieures à la vie, transcendantes, hein, ce qu'on appelle en philosophie des valeurs transcendantes, au-dessus de la vie, hein, et qui vont permettre effectivement de pouvoir dire si notre vie a été réussie. Autrement dit, une vie réussie sera une vie qui aura été conforme à ses valeurs. D'accord ? Donc, hein, si je veux juger la vie, je suis bien obligé de me prendre comme ça. Donc, alors ces valeurs, elles peuvent être diverses, mais en principe, en philosophie, ces valeurs vont être des valeurs transcendantes. Hein. Alors, à vous de voir lesquelles. Hein. Elles peuvent être diverses. Mais Deleuze lui prétend que la démarche même est viciée. Hein. La démarche même qui consiste à être dans ce jugement, dans cette évaluation, est une démarche, est une erreur. Pourquoi c'est une erreur, selon lui? Mais pas seulement selon lui, selon Spinoza aussi. C'est une erreur parce que, de toute façon, la vie n'a pas besoin de cela pour se juger elle-même. Et elle ne cesse de se juger elle-même. Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais ça peut être intéressant de réfléchir à ça. En quel sens peut-on dire que la vie ne cesse de se juger elle-même? Bon. Enfin, c'est une piste, hein, de réflexion. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur le penser sa vie, sur le verbe penser. Et je me dis que peut-être penser sa vie, c'est la mettre en langage aussi. Donc je voudrais revenir sur la problématique du langage pour me dire que le langage humain ne serait-il pas trop pauvre pour rendre compte de la complexité de la vie. Les philosophes mettent en langage la vie. Et du coup, ça me rappelle un peu, en attendant Godot de Piketty, en attendant Godot, le bonheur, ou Dieu, ou je sais quoi, le langage en attendant tourne autour de lui-même. Donc il y a une absurdité du langage qui reflèterait l'absurdité de la vie. Voilà, je voudrais aller un peu dans ce sens. Merci. Alors donc, deux choses. Le rapprochement de la pensée et de la mise en mots, hein, de la mise en mots, de la mise en langage, je crois que c'est très important. Je pense qu'on ne peut pas évoquer la pensée sans évoquer le langage. D'ailleurs, les Grecs n'avaient qu'un mot pour le dire, c'était logos, hein, pour dire à la fois l'exercice de la pensée et le langage. Alors, la référence à Godot, je la trouve intéressante parce qu'il y a un petit peu l'idée d'une espèce de finalité là, attendue, alors on peut l'attendre de manière plus ou moins active ou passive d'ailleurs, hein. Cette finalité, on peut même, pourquoi pas, essayer de construire sa vie à partir d'elle, hein, d'une finalité présumée, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes très pessimiste sur la possibilité donc de pouvoir, alors de pouvoir quoi?
de pouvoir réussir sa vie à travers le langage de à travers le langage et la pensée. Alors bon, il faudrait peut-être montrer en quoi c'est vain, si ça l'est. Hein. Je ne sais pas si ça ne serait pas vain, si ça ne restait pas justement que dans la pensée. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de philosophie, vous disiez pensée et existence en même temps, pensée et vie. Et finalement, penser sa vie, vivre sa pensée. Oui, voilà, mais que les deux sont liés dans le principe de philosophie. Et que si effectivement, comme on parlait de réflexion et tout, si on n'est que dans la pensée, la réflexion, et toujours douter ou réfléchir et ne pas agir, effectivement, on reste dans une absurdité, une non-évolution ou un non-sens. Par contre, si c'est penser, c'est-à-dire prendre le temps de s'arrêter, effectivement, éviter, comme vous disiez, le mouvement de la vie qui emporte, mais éviter que ce mouvement de la vie emporte, et penser un petit peu plus, où est-ce que je vais, est-ce que ça a un sens? À ce moment-là, c'est une pensée qui va être porteuse d'un acte déjà à venir, et cet acte posé va être de nouveau pensé après, mais par les résultats qu'il va donner, pour permettre une autre pensée, et ainsi on a une évolution qui va dans quelque chose de beaucoup plus vivant que la pensée pour la pensée, le langage pour le langage, ou la réflexion pour la réflexion. Et donc on en revient, moi je trouve que les Grecs avaient une sagesse très grande qu'on a peut-être oubliée, et qui était à ce sens politique aussi de la vie, qui est d'agir, mais agir en être pensant, et donc intervenant aussi dans la politique, dans la vie de la cité et tout, et de faire évoluer cette pensée pour arriver à vraiment trouver sa juste place dans le monde. Il y avait, comme vous disiez aussi, je ne savais pas, dans les exercices spirituels, c'est-à-dire vraiment aller, le sommet de la pensée, c'est effectivement la spiritualité dans le sens de la pensée la plus élevée qui soit, transcendante, et donc d'aller dans ce mouvement-là, mais tout en vivant, tout en restant dans l'action et dans l'implication. Et à ce moment-là, on a un nouveau mouvement de vie en pensant en même temps. Oui, donc vous soutenez un peu cette idée d'une interaction très, très, très étroite entre la pensée et la vie, hein, l'idée que la pensée doit être enracinée dans la vie, que la pensée doit être, comment dire, en lien direct avec un rapport à soi et à sa vie, quoi. Et que c'est pas quelque chose qui doit être, c'est quelque chose qui doit être habité en fait, c'est un peu ça, hein, qui doit être habité, qui ne doit pas être déconnecté en quelque sorte, déconnecté de ce dont elle parle, à savoir la vie, quoi. Hein. Et donc il y aurait comme ça un danger de l'exercice d'une pensée qui serait trop spéculative en quelque sorte, et qui ne pourrait pas avoir d'effet pratique sur la conduite de ma vie. C'est un peu ça. Oui, oui, oui. Ouais. Et ni de champ de pensée aussi, de champ de limité, puisque c'est à travers un événement de vie ou un moment de vie que la pensée peut s'exercer. Donc la vie serait en même temps le champ, voilà, le déclencheur, mais je n'arrive pas trop le mot, le domaine dans lequel la pensée... le domaine de prédilection de la pensée. Donc, ouais. Ben, c'est peut-être une des dimensions importantes de la philosophie, et ce pourquoi elle a quand même de l'intérêt, hein, c'est qu'elle doit pouvoir effectivement m'aider à conduire ma vie, et donc l'exercice philosophique par excellence, c'est quand même un exercice qui porte sur cette vie-là, quoi. Hein. Qui n'est plus du tout la même chose que la réflexion intellectuelle uniquement, les spéculations, les concepts. Oui, alors, donc ça serait intéressant, effectivement, c'est une des dimensions du sujet, cette séparation que l'on fait souvent entre d'un côté une pensée qui serait déconnectée, qui serait théorique, qui serait abstraite. Vous savez, par exemple, il y a ce fameux Pierre Hadot, là, j'en parlais, spécialiste de la philosophie antique. Il parle de la tentation de faire joujou avec les concepts à un moment donné. Hein, c'est-à-dire que c'est une tentation réelle, hein, la tentation de faire joujou. Gilles Deleuze, lui, il dit que les philosophes parfois font les beaux avec des belles paroles. J'aime bien aussi l'expression faire le beau. Hein. Mais là, si vous voulez, donc, de manière sous-jacente, il y a l'idée que il y a une certaine forme de pensée qui sont
déconnectés de la vie. Hein. Alors, moi, je vous soumets cette idée à la discussion parce que est-ce que c'est certains types de pensées philosophiques qui sont déconnectés de la vie, ou est-ce que finalement, cette question-là ne renvoie pas à une éthique de vie et de pensée propre à chacun et qui n'a peut-être rien à voir avec le discours philosophique en tant que tel. Si je dis cela, je raconte une anecdote. C'est Platon qui dit à un de ses disciples qui n'arrêtait pas de venir à ses cours sur la vertu depuis des années et des années. La personne venait régulièrement pour l'écouter sur la vertu, et Platon lui dit, mais à quel moment allez-vous devenir vertueux? Donc voilà, donc vous voyez que peut-être il n'y a pas des pensées qui seraient des pensées des pensées trop spéculatives ou qui n'auraient pas d'effet sur l'existence d'un côté, et de l'autre peut-être, mais voilà, peut-être qu'il s'agit simplement d'un problème de congruence entre le dire et le faire, quoi. Peut-être qu'il s'agit simplement de son propre rapport à la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si je dis cela, mais je m'en tiens là, c'est parce que, vous savez, Aristote, par exemple, il a parlé de la vita contemplativa. C'est-à-dire, il y a aussi quelqu'un, par exemple, qui passe beaucoup de temps dans les livres de la philosophie, ou qui écrit de la philosophie dans son poil, comme dirait Descartes. Hein. Est-ce que la philosophie, quelle que soit sa vie par ailleurs, est-ce que la philosophie n'influe pas sur sa vie? Ben oui, quelle que soit la dimension spéculative de ce qu'il écrit. Il est déjà dans son poil 8 heures par jour, hein, pour réfléchir. C'est une forme de vie, ça, non? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut renverser l'argument. Par contre, on parle de Kant aussi comme voilà, le penseur théorique et spéculatif par excellence. Bon, effectivement, Kant avait une vie hyper réglée. Je crois qu'il n'a rien fait d'autre que de se lever à telle heure, de manger, de se mettre à ses bouquins. Voilà, très réglé. On pouvait même dire certains que voilà, à 17h précises, il passait devant la boulangerie avec son petit chapeau. Enfin, il y a des anecdotes comme ça. Bon, bref, peu importe, mais voilà, la vie de Kant, elle a aussi, comment dire, sa spécificité, quoi. Une vie forgée comme ça par la recherche, une recherche incessante, un travail de philosophie incessant, a aussi ses effets finalement sur la vie, par la force des choses. Enfin, je ne veux pas trop insister dans ce sens-là, mais c'est pour faire comprendre que finalement, cette césure qu'on fait souvent entre la pensée et l'existence, elle n'est pas si simple, quoi. Hein? Et comme disait Spinoza, mieux comprendre, c'est aussi la manière d'agir de l'esprit. C'est aussi une forme d'action. Donc, vous voyez, voilà, c'est plus compliqué. Mais ceci dit, sur la congruence, que j'ai appelé la congruence, ça c'est un problème important. C'est-à-dire, dans ces relations entre la pensée et l'existence, comment je me situe, moi, en tant que sujet, quoi. Qu'est-ce que j'en fais de cette pensée? Parce que je peux ne rien en faire, effectivement. Hein. Mais là, on est, vous voyez, c'est vrai qu'entre le dire et le faire, il peut y avoir des cassures. Hein. Ça arrive souvent, hein. Mais bon, c'est une entreprise de tous les jours, hein, de pouvoir travailler cette congruence. On n'a jamais gagné complètement. Hein. Qui peut dire aujourd'hui, là, voilà, moi je suis congruent à 100%.
s'il n'y a personne. Ben oui, il faut profiter. C'est par rapport à justement toujours cette pensée pour la pensée par rapport à la pensée agissante finalement. Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que c'est le fait de philosophe plutôt que de philosophie, c'est-à-dire des philosophes qui se réfugient dans la pensée, ça leur évite de vivre. Ça peut être une fuite aussi dans cette pensée-là, et ça ne serait pas finalement inhérent à la philosophie par elle-même, mais à ce que les philosophes peuvent faire de la philosophie, c'est-à-dire un refuge, un moyen de penser le monde mais pas s'y affronter. Et finalement, dans les limites du pouvoir, justement, que vous disiez, ça peut être non plus dans une réflexion qui est je sais trop ou je réfléchis trop, mais plutôt je suis bien tranquille là parce que je pense, je philosophe, j'invente le monde tel que je le voudrais et tout, mais je ne participe pas du tout parce qu'en fait, je ne vais pas penser là où je devrais aller penser et qui m'amènerait à me poser des questions, des choses comme ça. Donc il y a peut-être aussi une fuite dans la pensée pour la pensée qui n'intervient pas dans la vie. Oui, c'est-à-dire on peut faire de la philosophie comme on joue aux échecs, quoi. En gros, hein. On peut le dire comme ça, non? Non? Ben, ça peut être un jeu, c'est ça que je veux dire. Non, une fuite. Je parle d'une fuite, Oui, c'est-à-dire de rester dans le monde de la pensée. Oui, mais si je veux dire, si je joue aux échecs 8 heures par jour, c'est pareil, c'est une fuite. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie peut effectivement, et là c'est un problème éthique, c'est un problème éthique pour celui qui l'embrasse, pour celui qui veut exercer sa pensée, de savoir effectivement dans quel, comment dire, ce qu'il va faire de cette réflexion. Mais en même temps, est-ce qu'on a le pouvoir bon, effectivement, on peut faire de la philosophie comme des mots croisés. Bon, ça va peut-être mieux en le disant comme ça. Mais jusqu'à quel point on peut en faire longtemps? Enfin, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y a certains travaux universitaires hyper pointus, hyper spécialisés, qui peuvent prendre effectivement beaucoup de temps, qui sont apparemment assez éloignés d'applications pratiques X ou Y. Bon, on peut penser qu'effectivement il peut y avoir là une forme de fuite. Mais je suis toujours embêté, moi, parce que c'est une forme de vie en même temps. Je suis toujours embêté avec cette question-là. Parce que on dit il vit pas, mais si il vit à sa manière. Donc c'est aussi une forme de vie. Alors, est-ce que pour lui c'est une forme de vie réussie? Peut-être. Oui, je ne parle pas forcément des philosophes, des gens qui exerceraient leur pensée dans le sens de l'intéressement, c'est pas du tout par rapport aux philosophes. Dans ce temps-là, il ne faut pas prendre. Il faut que vous demandiez la parole, monsieur. Regardez, vous avez un micro là. Je disais justement. Je dis pendant ce temps-là, on ne fait pas de pain. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien d'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on fait que de la philosophie, Oui. Ben, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Vous voulez dire si tout le monde faisait ça? Il n'y a pas de baraque, il n'y a rien du tout. Oui. Mais c'est une hypothèse un peu surréaliste quand même, non? Hein? Pourquoi elle serait surréaliste? Que tout le monde s'adonne à la philosophie 24 heures sur 24? Si tout le monde peut jouer aux échecs 24 heures sur 24. Oui. Hein? Donc voilà, non, ce que vous dites là, c'est que quelque part, dans l'exercice de la philosophie, il y aurait quelque chose d'improductif, hein, au sens où ça ne servirait à rien, quoi, finalement, puisque ça ne produirait rien. Hein, c'est ça? C'est pas que ça sert à rien. Ça ne produit rien. Mais ça ne peut pas être fait par tout le monde. Bien sûr. Oui. Voilà, oui, parce que là, c'est vrai qu'on parlait de philosophes qui consacraient sa vie à la philosophie, donc peut-être qu'il faut pas en rester à ce cas de figure, et parler un petit peu au quotidien pour chacun comment on peut, comment on peut consacrer un peu de temps à la philosophie, et est-ce que ça a un impact quelconque finalement sur sa propre vie. Et bon,
pourquoi d'ailleurs parler que de la philosophie, puisqu'on a parlé de l'exercice de la pensée. Donc la philosophie, c'est vrai que c'est un peu une dimension privilégiée de l'exercice de la pensée, mais il faudrait peut-être raisonner de manière plus large. Hein. Mais c'est vrai que ça serait intéressant peut-être de voir comment chacun, par rapport à la place que peut avoir ces moments de réflexivité là, hein, sur soi, sur sa propre existence, sur le monde, quelle place ça tient. C'est pas facile c'est pas facile à décrire, hein, ou à saisir, hein, cette affaire-là. Et pourtant, c'est bien de cela. Nous ne sommes pas des êtres totalement irréfléchis. Hein. Sinon, on serait peut-être, voilà, au risque de faire un peu d'anthropocentrisme, je dirais on serait des animaux si on était des êtres entièrement irréfléchis. Donc la réflexion tient bien quand même une certaine place. Alors après, il faut voir, il y a des niveaux de réflexion différents. Hein. On ne réfléchit pas toujours sur la globalité de l'existence, c'est vrai. Quelquefois, on réfléchit localement, si je puis dire, hein, sur tel ou tel aspect du quotidien, hein, par rapport à une prise de décision. Bon. Mais ce serait intéressant quand même de réfléchir à ça. Oui. Ce que je pense, c'est qu'au début était l'homme, était la vie. Puis la vie a créé l'homme. L'homme a pris conscience de lui-même. Il a pris conscience qu'il était sujet de sa formation, de tout ce qui pouvait le conditionner, de son environnement, des autres, aussi de la religion dont on n'a pas parlé, et il vit dans un milieu complexe. Et maintenant, l'homme, s'il a de la pensée, peut s'apercevoir qu'il a une conscience. Et que faire de cette conscience devant cette infinité du monde, devant toutes ces attaques ou ces notions infinies qui nous entourent? En prendre conscience et essayer de vivre dans ce magma, c'est déjà une bonne question, une solution. Quand vous parlez du magma... Du magma de tout ce qui nous entoure, oui, enfin, oui, que ce soit toute la finance, la politique, ouais, les religions, des professions, le sexe, enfin tout ce qui fait qu'on peut réussir sa vie d'une façon matérielle, spirituelle, religieuse, enfin tout ce qui nous tombe dessus. Donc à la fois pour le réfléchir, pour mieux le comprendre, pour mieux l'analyser, et puis aussi pour éventuellement mieux agir dessus. Enfin, comment vous le voyez? C'est la question que je me pose, c'est que confronté à tous ces éléments, comment définir sa vie? Parce que, pour ma vie, j'ai une éducation en France, dans certains milieux familiaux, une certaine éducation, certaines études, de religion, et ainsi de suite. Et ceci m'a formaté. Et on pense avec beaucoup de ces éléments-là. Ensuite, si on a la chance de pouvoir s'introspecter et réfléchir, de prendre conscience, on peut arriver peut-être à s'insérer dans la vie, à comprendre ce qu'est la vie, à faire un chemin, mais ce n'est pas évident, pour ma part, tout au moins. Oui. Oui, finalement, on se réveille doté d'une conscience. Alors c'est important de dire, comme vous le faites, que finalement, on vient de loin et qu'on est aussi un produit tardif de la vie. Hein. C'est ce que... Il ne faudrait pas l'oublier. Et que donc, mais on a cette particularité d'être à la fois une partie de la nature, si je puis dire, et en même temps la capacité à s'interroger sur ce qu'on est, quoi. On est les seuls à avoir cette spécificité-là. Hein. On fait certes partie de la nature, mais voilà, on a cette capacité d'interrogation, de réflexion. Et donc vous dites, effectivement, c'est pas simple. Et la pensée elle-même n'est pas... Pour que la pensée elle-même soit libre d'ailleurs, hein,
ça n'est pas évident, puisque, comme vous le dites, elle est aussi très, très déterminée par un certain nombre de déterminations qui sont d'ordre culturel, ethnique, historique, familial, etc., etc. Donc, cette pensée pour s'émanciper, pour trouver sa véritable dimension de penser par soi-même, hein, c'est penser par soi-même des philosophes, hein, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, toute la question est de savoir effectivement comment cette pensée-là va pouvoir m'aider pour m'insérer, hein, ce que vous avez dit, hein, pour trouver ma place en quelque sorte, pour trouver un rapport au monde qui soit satisfaisant pour moi, quoi. Hein, une espèce de façon d'être au monde, dans ce monde-là compliqué, voilà, la pensée servirait à ça. Hein. Comme une entreprise d'insertion un peu. Hein. Enfin, je ne sais pas si je déforme. Oui, vous prenez très bien le mot d'insertion, ouais. Parce qu'il y a non seulement l'insertion dans le monde matériel, mais il y a l'insertion aux autres, aux frères, au monde qui est avec nous. Et l'homme tout seul ne vit pas. C'est un être, il a besoin, ce sont les hommes qui existent, et pas l'homme individu. Alors que jusqu'ici, on s'est parlé beaucoup de ma pensée, de moi en tant qu'homme individuel, dans le système de l'individualisme où il faut s'épanouir, alors que la dimension de groupe, d'une société qui fait que l'homme existe. Le Adam tout seul, au milieu de l'océan ou dans un champ, il n'a pas besoin de penser. Il ne peut pas penser seul. Cette dimension, c'est important de la rappeler. Tout à fait, je pense que vous avez raison de le faire. Je crois que en grec, ou je ne sais plus si c'est grec ou latin, mais exister, c'est être parmi les hommes. Hein. Ça veut dire, enfin ça se dit être parmi les hommes. Et mourir, c'est cesser d'être parmi les hommes. Tout ça pour mettre effectivement en relief la dimension collective, enfin, que vous évoquez. Hein. Je crois que c'est vraiment une dimension importante, et une dimension aussi de la pensée, effectivement. Donc voilà, la vie réussie ne concerne pas seulement l'individu, mais concerne aussi la communauté. On pourrait dire comme ça. Voilà, personnellement, je pense que nous sommes des animaux, mais même si nous ne sommes pas les seuls à avoir une conscience, nous ne sommes pas les seuls à penser. Mais là n'est pas le débat. Quand je vois ce titre, « Penser sa vie pour la réussir », est-il nécessaire ? Penser sa vie est-il nécessaire ? Oui. Voilà, le terme de réussir, c'est un but, et ça me gêne à quelque part de me dire qu'il faille absolument donner à sa vie un but qui est la réussite. La vie peut être, et certains l'ont fait, peut être vécue pour juste être vécue, sans se donner un but qui est la réussite au quotidien. Bon, c'est vrai que la réussite peut nous donner une espèce de motivation d'aller de l'avant, mais elle peut être aussi spontanée. On n'a pas besoin de ce concept de réussite. Généralement, en plus, dans nos sociétés, on réussit toujours par rapport à quelque chose d'autre, par rapport à un autre groupe, ou on se place toujours par rapport à quelqu'un, ou par rapport à quelque chose. Et ça induit pour moi déjà un rapport de force entre les êtres humains. Je suis totalement d'accord que penser sa vie, on ne doit pas. Enfin, il est bon de penser sa vie par soi-même, mais il faut aussi accepter de penser sa vie à deux, à plusieurs. Le groupe, nous sommes effectivement, comme disait monsieur, nous sommes
des animaux de société. J'insiste sur ce fait, parce que pour moi, c'est un animal, l'homme est un animal qui a une couche de vernis qui fait son humanité. Et parfois, cette couche de vernis craque et ressort l'animal dans ce qu'il y a de plus primaire. Et la philosophie aide à essayer de canaliser cette animalité, mais la canaliser, pas l'annihiler. Donc voilà, c'est ce terme de réussir. Est-ce que c'est vraiment prégnant? Est-ce que c'est vraiment le terme qu'il faut prendre pour se sentir bien, puis même le terme de bonheur? Actuellement, nous vivons sous la dictature du bonheur. Il faut être heureux. Si vous n'êtes pas heureux, vous êtes hors clou. Vous êtes hors clou, vous êtes hors champ. Vous êtes quelqu'un de différent et donc potentiellement dangereux. Alors, la réussite, le bonheur, oui, mais à quel prix? Oui, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça permet aussi de rejoindre la question du bonheur. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que l'idée de réussite, elle induit, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, et vous l'avez très bien dit, elle induit d'une certaine manière quelque chose de l'ordre du terme, quoi. Quelque chose qui serait au terme de la vie, ou qui serait une finalité de la vie, ou qui serait un but à atteindre, quelque chose qu'on doit posséder, que si on ne l'a pas, ben, il y a quelque chose qui va nous manquer, quoi. Hein. Et là, on est effectivement sur... on est, je crois, sur une représentation très occidentale, d'ailleurs, de la réussite, hein, et du bonheur aussi, hein, puisqu'on peut faire le lien, hein, entre la réussite et le bonheur. Alors, c'était un peu le quatrième... Je voulais développer ça un petit peu sur le quatrième point, justement, c'est de François Julien, hein, qui parle de philosophie du vivre, parce que c'est tout à fait ça l'idée, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que la vie ne doit pas être considérée comme une entité stable, immuable, qui aurait une finalité, etc. Mais la vie, c'est ce qui existe entre la vie, il dit. Enfin, c'est un concept qu'il appelle le concept de l'entre-la-vie. Alors, c'est très spécial, mais ce qu'il nous dit, c'est que la vie, c'est un écart, c'est un désir, c'est quelque chose qui est entre le manque et la satiété. Et donc, la vie, sinon c'est la mort. Si on est en parfaite coïncidence avec soi-même, on est mort. Donc, il faut qu'il puisse y avoir du déséquilibre, de l'écart. Et que finalement, le renouvellement de la vie, et vous voyez que là, François Julien, il ne s'intéresse plus au but de la vie, il s'intéresse à ce que vous disiez, vous, c'est-à-dire le cours de la vie, son cours, son processus même, au quotidien. Hein. Et donc, il nous dit, pour qu'il y ait la vie, pour qu'elle se renouvelle, il faut qu'il y ait, elle est passage, elle est transition, elle s'écoule, la vie s'écoule. Et ça rejoint d'ailleurs, l'idée aussi de Montaigne. Vous savez, Montaigne, quand on lui demande, là c'est dans les essais de Montaigne, son interlocuteur se plaint auprès de lui en lui disant « je n'ai rien fait de la journée ». Et Montaigne lui répond « mais monsieur, n'avez-vous pas vécu, et n'est-ce pas la plus illustre des occupations qui soit hein ?» Donc voilà, ça va tout à fait il me semble, hein, dans le sens de ce que vous disiez. Autrement dit, à ce moment-là, la pensée peut devenir, si on la... Elle peut devenir, hein, c'est pas une fatalité, hein, mais elle peut être à ce moment-là un obstacle, quelque part. La vie peut être enfouie sous les constructions de la pensée, d'une certaine façon. Hein. Et donc, au lieu de pouvoir y avoir accès à cette vie qui s'écoule, on peut effectivement la recouvrir par des espèces de constructions rationnelles qui, du coup, nous empêcheraient d'être présents à cette... comment dire, à cette expérience vive de la vie, quoi, on pourrait dire. Hein. Alors ça, François Julien en parle très bien. Hein. Je vous conseille de lire à ce sujet
son bouquin qui s'appelle Philosophie du vivre. L'heure avançant, on peut... Une dernière question? On s'arrête à 8h comme oui, 8h, déjà, c'est 8h déjà, ouais. On a 10 minutes pour la conclusion. D'accord. Allez, encore des... Oui. Est-ce que c'est que ça vous plonge dans un puits de perplexité, cette question? Parce que c'est vrai que on a du mal à prendre la parole. Excusez-moi, allez-y. Non, mais justement, si personne ne la prend... Non, mais... Sinon, je la laisse... Bien sûr, mais vous pouvez la prendre. Personne ne se bouscule, là, apparemment. C'était par rapport au sens des mots. J'aime beaucoup l'étymologie. Et en fait, quand on a perdu le sens des mots, on arrive à des absurdités, et ça rejoint un peu ce que vous disiez d'un monde absurde, mais en fait parce qu'on a perdu le sens des choses. Et réussir en latin, c'est réucire, ça veut dire sortir de la matière. Et en fait, la réussite d'une vie, c'est sortir de la matière, donc d'une vision matérialiste, alors qu'elle soit animale, ou quoi, et c'est aller vers une transcendance, vers une réalisation. Chez les hindous, c'est le soi. Donc une réalisation de soi, mais avec un grand S. Et ça n'est pas contradictoire du tout de connaître la finalité. Donc la finalité, c'est cette transcendance, c'est reconnecter à ce soi pour le réaliser et l'incarner. Donc on est dans quelque chose de vraiment vivant. C'est ça la réussite d'une vie, c'est être sorti de la matière. Là, on a tellement perdu qu'on a fait une réussite sociale, matérielle, de gloriole, de tout ce qu'on veut, qui n'a plus rien à voir avec le sens premier. Et aussi, la deuxième chose, c'est pour dire ça, d'avoir la fin du voyage ne permet pas, donc le but, je vais à Venise, ne m'empêche pas de profiter de tout le voyage. Donc d'avoir la finalité n'est pas contradictoire avec le fait de vivre la vie. Donc c'est aussi de dire, si on se remet, on se reconnecte à ce sens de la vie, et que la pensée justement permet de mieux penser chaque acte, ou penser est-ce que je vais dans la direction, et qu'effectivement la vie renvoie, quand on se trompe un petit peu de sens et de direction, à ce moment-là, on vit aussi, on est dans le goût du voyage, et ce n'est pas contradictoire. Et une deuxième étymologie, c'est le mot bonheur, c'est d'être à la bonne heure, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit. Donc là aussi, on a perdu le sens, et ce que vous disiez tout à l'heure, quand on est dans la connaissance, il y a une joie dans la connaissance, mais plus on touche ces connaissances, plus on a des joies qui sont extraordinaires. Et donc justement, le vrai bonheur, c'est quand on est soi, qu'on est connecté à sa vie, et quelle que soit la vie qu'on mène. Elle peut être une vie tout à fait simple, ou une vie très, très évoluée, ou je ne sais quoi. Mais voilà, et donc le bonheur, c'est d'être à la bonne heure, donc relié à son temps. Voilà. C'était l'importance des mots pour retrouver le sens du genre. Alors, il y a deux choses que je reprendrai dans ce que vous dites. C'est bien sûr l'idée, parce que finalement vous nous proposez là du coup une version de la vie réussie. Enfin, vous l'évoquez assez, donc vous parlez de transcendance, vous parlez d'un objectif qui serait de sortir de la matière, donc vous voyez bien que là on est plutôt... Alors dans quelle mesure cette transcendance elle est compatible avec cette forme d'immanence dont parlait monsieur tout à l'heure, qui était plutôt là dans le mode de vie, la satisfaction que procure le mode de vie dans son immanence, c'est-à-dire au-delà et indépendamment de tout objectif, de toute direction, de tout choix extérieur. Donc je vous laisse y réfléchir, mais là on a une tension, en tout cas, entre effectivement le choix de l'immanence et de l'autre côté, donc, le choix d'une transcendance, où là on est quand même bien dans la problématique de la finalité, quoi. Hein. Alors, bon, vous proposez finalement quelque chose qui concilierait en quelque sorte les deux aspects, hein. Mais bon, en tout cas, je crois que c'est important de bien voir que là on est plutôt dans le modèle de la vie réussie, et vous proposez des critères en fait. On se posait la question tout à l'heure de savoir si on pouvait juger de sa vie à partir d'un certain nombre de valeurs qu'on avait ou de critères qu'on avait. Bon, là c'est un peu ce que vous proposez, c'est une vision. Hein, alors,
Par contre, là, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est de savoir, et j'avais posé la question, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu encore vraiment l'aborder, est-ce que ça a du sens, finalement, de dire qu'on va juger sa vie, qu'on va juger de sa vie? Et bon, là, je pourrais en dire quelque chose, mais l'autre aspect qui est très important dans ce que vous dites aussi, c'est que vous mettez là l'accent, alors davantage, sur la dernière partie de votre intervention, sur le fait qu'il faut être présent aux choses, quoi. Il faut être présent au processus, il faut être en phase avec les processus, il faut aussi en saisir les opportunités. Le kairos, disaient les Grecs, hein. C'est-à-dire saisir l'opportunité, être au bon endroit, au bon moment, etc. Hein, donc ça, là, alors ça, c'est vrai que ça irait plutôt dans le sens de quelque chose de parfaitement immanent, hein, qui consiste à être effectivement bien en phase et bien présent avec ses yeux et ses oreilles et tout le reste au processus de la vie même, quoi, hein, et pouvoir en profiter au maximum. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de clore? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous dis juste un petit mot sur le dernier point que j'ai pas eu le temps d'évoquer, mais c'est important parce qu'on s'est posé souvent la question de savoir si on pouvait juger de sa vie. Alors, Deleuze nous dit non, on ne peut pas juger de sa vie parce que la vie ne cesse de se juger elle-même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que déjà, comme ça a été dit à plusieurs reprises, on est dans la vie. C'est-à-dire que pour pouvoir juger de la vie, il faudrait peut-être être un peu extérieur à elle. Il faudrait pouvoir le faire d'un point de vue qui soit un point de vue surplombant, alors qu'en réalité, on est d'une certaine façon aussi un morceau de vie, quoi, quelque part. Hein. Donc, comme disait Nietzsche, c'est vrai que bien loin de pouvoir juger la vie, c'est la vie qui nous juge, quoi. Alors ça veut dire quoi, c'est la vie qui nous juge? Ça veut dire que à chaque moment de notre existence, nous avons l'existence que nous méritons. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je suis dépressif, quelque part c'est bien que j'ai ajouté quand même de la valeur à la dépression, hein, dans mon existence pour que effectivement je sois dépressif aujourd'hui. Ça veut dire que en quelque sorte je suis sanctionné par le mode immanent de mon existence. Elle me sanctionne en tant que telle par la qualité de ses affects, si vous voulez. C'est-à-dire, je suis heureux ou je suis malheureux. En fait, c'est ça. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que j'éprouve de la joie? Est-ce que je n'en éprouve pas? Hein? Est-ce que je suis terrassé par des passions tristes? Ou est-ce que non? Est-ce que je suis plutôt... est-ce que les passions joyeuses sont dominantes, hein? Autrement dit, la vie elle-même se charge de sanctionner, en quelque sorte, ce qu'elle est réellement. Est-ce que ça se... Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, il n'y a pas besoin d'un tribunal quelconque. Vous savez, par exemple, Deleuze, il disait, le prototype du tribunal moral, du système de jugement moral, c'est l'apocalypse, hein, le jugement dernier. Ça, c'est vraiment l'archétype, le prototype de ce que c'est qu'un jugement moral. C'est-à-dire, on a des valeurs qui sont posées a priori, qui sont déjà là, hein, et puis, voilà, bon, on va juger la vie en fonction de ces valeurs, et puis on va décerner les bons points ou les mauvais points, en quelque sorte. Hein. Ça serait ça. Le jugement sur la vie, ça serait ça. J'ai des critères, j'ai des valeurs, en fonction de ces critères et de ces valeurs, je juge. C'est bon, c'est mauvais. Hein. Alors, Deleuze nous dit, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que, comment dire, je ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais une chose est bonne parce que je la désire. Ça, c'est une phrase de Spinoza. Hein. C'est très important. Hein. C'est-à-dire que finalement, ce qui va pouvoir juger ma vie, l'épreuve que ma vie va connaître, c'est justement ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est comment je vais vivre. Un jour, je vais me faire le point, je vais dire, finalement, comment j'ai vécu.
Est-ce que finalement c'était important? Est-ce que c'était essentiel, hein? Est-ce que j'ai bien vécu? Est-ce que effectivement j'ai été plutôt dans la joie que dans la tristesse, hein? Autrement dit, la vie se juge. Elle a besoin de... Vous voyez ce que ça veut dire? Elle a besoin de personne pour se juger. Elle se juge toute seule. Je ne sais pas si... réfléchissez-y. C'est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, on a une espèce de conception où on va juger de la vie à partir d'une transcendance, hein, d'une finalité, de quelque chose qui est posé a priori, comme un but justement à atteindre, hein, pour reprendre... Et puis de notre côté, on va avoir une vie qui ne cesse de se juger elle-même par ce qu'elle est. Par ce qu'elle est. Elle est sa propre sanction, si vous voulez. Donc vous voyez deux conceptions très, très, très différentes. Je vous vois ou perplexe ou très, très pensif. Ça vous paraît... comment vous... On va pas continuer le débat, mais je pense que moi, en tout cas, quand j'ai rencontré cette alternative, ça m'a beaucoup... c'est pour ça que j'insiste un peu, parce que ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important. Bon, écoutez, on va peut-être s'en tenir là. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединены.